Quand vous regardez la télévision africaine, vous pensez que tous les Africains parlent de la musique, tous les Africains parlent de la politique et tous les Africains sont dans les conflits. Mais en réalité, il y a plusieurs Africains. Il y a des Africains qui ne font même pas attention à tout ce qui se fait du point de vue politique et qui veulent seulement vivre leur vie s'occuper de leur famille. Donc nous sommes nombreux qui sont comme ça, qui ne sont pas intéressés vraiment à la politique. Mais nous sommes quand même intéressés au développement de la République démocratique du Congo. Nous sommes intéressés au développement de l'Afrique. Et quand vous parlez de développement d'un pays ou bien développement d'un continent, vous êtes en train de parler de la politique. Vous devez faire attention, vous devez prêter attention à la politique de ce pays. Parce que si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous allez subir les actions d'autres personnes. On dit souvent que quand vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Donc vous devez trouver en tant qu'Africain une façon de participer à la politique de vos pays. Et c'est ça que moi je fais, je donne mon opinion et je crois que plusieurs Africains doivent commencer à penser de cette façon. Quand vous êtes sur Twitter, par exemple Twitter congolais, vous allez voir que les gens sont en train d'appuyer un camp politique ou bien ils sont en train d'appuyer un autre camp politique. Ils ne pensent pas vraiment que les gens peuvent être neutral ou bien neutres dans tout ce conflit. Mais en réalité, il y a plusieurs Congolais qui sont neutres. Et la majorité même des Congolais sont neutres parce que la majorité des Congolais, nous sommes 80 millions de Congolais. La majorité de Congolais ne font pas partie des partis politiques. Donc la majorité des Congolais sont neutres dans ce conflit ou bien ils ne s'intéressent pas vraiment à ce conflit des partis politiques et des politiciens. Mais les mêmes Congolais ont une opinion sur ce qui se fait. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des menuisiers, ce sont des quados. Ils ont une opinion de ce qui se fait dans leur pays. Ce sont des indépendants peut-être, mais ils sont là. Et ça, c'est quelque chose que les Congolais, notre génération congolaise, doit commencer à reconnaître. Que c'est vrai qu'il y a des Congolais qui sont des patriotes. C'est vrai qu'il y a des Congolais qui aiment le Congo, mais qui ne font pas partie d'un parti politique et qui ne supportent pas les politiciens. Donc c'est un peu ça. Son of Congo, c'est pas une émission de politique. On va parler de la politique encore une fois, mais on n'est pas là pour supporter les politiciens ou bien pour passer le message des politiciens et participer aux activités d'un parti politique. Nous sommes là pour parler du Congo, pour parler du développement du Congo, pour parler du développement de l'Afrique et donner notre opinion, notre feedback sur ce qui est en train de se passer dans notre continent et ce qui est en train de se passer dans nos pays. Alors passons rapidement dans la situation en République démocratique du Congo. Donc c'est que vous avez carrément la situation en général, pour être vraiment très bref et très rapide, vous avez une situation où vous avez une province, où vous avez des peuples de cette province qui sont en train de quitter la province pour partir dans la province voisine. Et au fait, les personnes qui sont dans la province voisine, disons que les gens qui sont dans cette province, ne veulent pas que les autres que d'autres personnes viennent de leur province et emmènent une certaine culture, une certaine coutume qui risque de créer un choc dans leur province. Donc c'est un peu ça le conflit qui se passe. Et ça, la dame qui est en train de parler de toutes ces choses, elle est députée nationale. Donc elle représente un peu toute la nation congolaise. Ici, je ne dis pas que tous les gens qui sont au Katanga disent que les Kassaïens ne doivent pas venir au Katanga. Mais la dame qui a dit ça, elle est du Katanga, donc elle parle pour son peuple. Au fait, c'est une princesse même. Donc elle est en train de parler pour son royaume, elle parle pour les gens qu'elle représente, et elle trouve que les gens qui sont en train de quitter les provinces, la province voisine et venir chez eux, comme elle appelle ça, pour elle c'est un problème. Pour elle, elle trouve que ça crée culturellement, c'est un problème pour eux. Et maintenant, vous voyez que les Congolais sont un peu, se lancent dans ça. Donc, ils ont trouvé que les propos que la dame a dit sont un peu injurieux. Parce qu'elle, ce qu'elle dit, elle dit que c'est les gens qui viennent de cette tribu, ce sont des gens qui mangent le chien. Et nous, comme on est ici, dans notre tribu, où on est en train de vivre ici, nous, on ne mange pas le chien.
Donc c'est un peu quelque chose qui est un peu touché. Il y a un aspect un peu personnel dans ce qu'elle a dit. Et dire ça en République démocratique du Congo, ou bien dans n'importe quel pays africain, quand vous êtes en train de toucher les aspects personnels d'une tribu ou bien d'un groupe ethnique, ça commence à créer, ça crée des tensions. Donc de ce point de vue, elle a fait le buzz, elle a créé cette tension-là. Mais au fait, la tension existe depuis longtemps. C'est au fait des histoires que les gens pensent souvent, mais les gens, comme dans beaucoup de choses en République démocratique du Congo, les gens essaient d'éviter certains sujets. Mais à force d'éviter les topics, c'est que je disais, et que vous allez arriver à un niveau où la bulle va éclater. Les gens, les frustrations seront créées et ça va finalement éclater. Donc la meilleure solution de faire dans tout ça, c'est adresser les conflits, adresser les frustrations et parler au peuple. Et au fait, dans tout ce qui est en train de se passer dans ce conflit, c'est vraiment pour montrer la faiblesse de l'État congolais. Parce que ça, c'est un conflit qui doit être géré par l'État. Mais nous, les Africains, et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire à tous les Congolais, nous sommes lancés dans ce conflit. Vous voyez que vous avez les Luba qui sont en train de parler aux Katangais, les Katangais sont en train de parler aux Luba, et ça crée un peu un genre de désordre, un genre de... vous êtes divisés pratiquement. Et ça, c'est quelque chose que nous, on doit éviter en tant que Congolais, parce que comme je vous ai dit dans les autres épisodes, la balkanisation de la République démocratique du Congo, moi, j'ai jamais cru à ce truc. J'ai jamais cru que, vous voyez, comme vous tous au Congo, là, vous parlez de le Rwanda va balkaniser le Congo, le Rwanda va faire ça. Moi, j'ai jamais cru à ça. Et la raison pour laquelle je n'ai jamais cru à ça, parce qu'il suffit seulement de regarder les données, il suffit seulement de regarder la situation sur le terrain, et vous vous dites que c'est impossible que le Rwanda puisse balkaniser la République démocratique du Congo. Donc c'est impossible économiquement, c'est impossible, je ne sais pas, militairement, c'est impossible de toutes les façons que vous pouvez imaginer ce problème. C'est impossible que le Rwanda puisse balkaniser la République démocratique du Congo. Parce que si vous prenez seulement en termes de chiffres, vous regardez la grandeur du Rwanda et vous regardez le nombre de populations. Quand vous entendez parler des armées, vous regardez, et c'est bien parce que maintenant vous avez un conflit à quoi vous pouvez vous référer, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer, vous voyez que c'est une guerre, et vous entendez les professionnels de guerre, les généraux et tout ça, ils vont vous dire que c'est une guerre de nombre. Vous allez voir que la plupart des gens vont vous dire qu'à la fin, quand vous regardez cette guerre, à la fin, qui va gagner cette guerre? Est-ce que c'est possible que la Russie perde cette guerre? Et la plupart des experts militaires vont vous regarder et vont dire que la Russie ne va pas perdre cette guerre parce que quand vous parlez de guerre, vous êtes en train de parler des chiffres, vous êtes en train de parler des nombres. Et quand vous regardez la grandeur de l'armée ukrainienne, vous regardez la grandeur de l'armée russe, vous regardez la population de l'Ukraine et vous regardez la population russe, vous voyez qu'il y a plus de personnes en Russie qu'en Ukraine. Si les Ukrainiens, ou bien si les Russes, tous les Russes décident de se battre, vous aurez un plus grand nombre de Russes qui va se battre contre un petit nombre d'Ukrainiens. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer, même si vous les donnez des armes, même si vous les donnez n'importe quoi, enlevant même la supériorité militaire de la Russie, même si vous les donnez à l'Ukraine des armes et tout ça, ils vont toujours perdre dans ce combat de chiffres, parce qu'ils n'ont pas assez de chiffres pour gagner cette guerre contre la Russie. Et c'est la même chose aussi avec le Rwanda. Le Rwanda, j'ai parlé dans un autre épisode et j'ai dit que si vous décidez, si la République démocratique du Congo, le pouvoir à Kinshasa, décide de faire la guerre au Rwanda, c'est différent que ce que le Rwanda est en train de faire avec les groupes armés et tout ça. Et la raison pour laquelle la République démocratique du Congo, le pouvoir à Kinshasa, ne doit pas déclarer la guerre au Rwanda, c'est parce que ça va créer carrément une avalanche. Tous les pays qui sont contre le Rwanda pourront commencer à avoir des intérêts dans la guerre. Parce que c'est comme ça que les gens se positionnent dans une situation de guerre. Si vous regardez ce qui est en train de se faire en Ukraine et en Russie,
vous allez voir la position des gens en train de shifter. Vous regardez la Bélarus, eux, ils ont déjà leur position. Vous regardez comment l'Inde est en train de se positionner, comme les pays d'Asie sont entrés, comment la Turquie et même les pays européens, il y a d'autres qui commencent à raisonner comment se positionner envers la Russie dans ce conflit. Donc c'est un conflit de positionnement. Et les gens, les autres personnes aussi refusent, comme les États-Unis et tout ça, vous refusez d'intervenir directement parce qu'il y a une possibilité que vous puissiez escalate ou bien déclencher quelque chose d'autre où vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans un conflit direct entre vous, les gens de l'OTAN et les pays de l'OTAN et la Russie. Et quand vous êtes dans un conflit direct comme ça, directement les autres qui sont à côté de vous doivent commencer à se positionner. Parce que ces deux puissances, ce sont les deux plus grandes puissances du monde qui sont en train de se battre. Et le reste du monde, dans tout ça, vous devez choisir maintenant un camp. Et d'autres personnes vont choisir le camp de l'Amérique et d'autres vont choisir le camp de la Russie. Et c'est exactement la même chose qui va se passer dans un conflit entre la RDC et le Rwanda. Vous allez voir que le Burundi va commencer à chercher sa position, l'Ouganda doit chercher sa position, et moi je ne crois pas vraiment que leur position sera contre la République démocratique du Congo, parce que je vous dis que c'est toujours, ce sont les chiffres. Pourquoi vous allez essayer de vous attaquer à la République démocratique du Congo quand vous savez que vous n'avez pas le chiffre pour atteindre vos objectifs? Comment vous allez être l'Ouganda et vous attaquer contre la République démocratique du Congo et essayer de prendre tout le territoire congolais sans l'accord de Kinshasa? Vous avez vu déjà que dans votre passé, il y a des guerres qui se sont faites. Regardez le Congo depuis 1960. Depuis 1960, personne n'a pu attaquer Mobutu. Jusque Mobutu a fait 30 ans. Les gens vont dire peut-être que oh, c'est vrai que la rébellion s'est faite à l'Est. Elle est venue et elle a, quote en quote, on peut dire qu'elle a libéré le Congo. Mais au fait, le Mobutu a fait plus de 30 ans au pouvoir. Ça veut dire que pendant une longue période de temps, ça ne s'est pas fait. Ça s'est fait maintenant récemment avec Kabila. Mais vous croyez maintenant que ça sera quand la prochaine rébellion qui pourra partir à partir de Kinshasa, du Kivu, à partir de l'est du Congo jusqu'à arriver à Kinshasa? Et la raison pour laquelle cette rébellion s'est poussée, la première rébellion s'est poussée facilement jusqu'à Kinshasa, c'est parce que la plupart des politiciens de Kinshasa ne voulaient plus se battre, ou bien la population, les politiciens de Kinshasa n'avaient pas ce support-là de la population de stopper cette rébellion. Ils attendaient, il y avait beaucoup de Congolais qui attendaient, qui voulaient que la rébellion arrive à Kinshasa. Donc il y avait quand même un désir du peuple de terminer avec le régime de Mobutu. Et ça poussait des militaires de la DSP et toutes ces histoires de déposer les armes, et il y a d'autres qui ne se sont même pas battus. Mais quand vous êtes en train de parler ici maintenant d'une guerre contre la RDC et ses pays voisins, la plupart des pays voisins, on a 9 pays voisins, la plupart de ces pays ne veulent pas une guerre directe envers la RDC. C'est seulement en RDC que les Congolais négligent la puissance des FRDC. Mais ceux qui sont dans la région, ceux qui connaissent les militaires, ils connaissent la capacité des FRDC. Ils savent qu'est-ce qui va arriver s'il y a une guerre qui est déclenchée directement avec le Congo. Vous trouvez que les conflits que nous avons maintenant entre les tribus, tout ça, ce sont des conflits internes. Mais quand vous êtes en train de parler avec une guerre, avec un autre pays, ça devient maintenant quelque chose de complètement différent. Là, maintenant, vous avez même des gens qui sont dans la population qui vont essayer maintenant de rejoindre les groupes, l'armée congolaise. Seulement, il y aura même des volontaires seulement pour commencer à aller se battre. Donc là, maintenant, vous parlez de 80 millions d'habitants, même vous pouvez mobiliser, et puis vous avez une forte jeunesse. Donc vous pouvez mobiliser beaucoup de gens et vraiment attaquer un autre pays. Donc dans ce cadre, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, il n'y a aucune puissance du monde qui peut donner, même si vous armez le Rwanda avec des puissances nucléaires, avec tout, il n'y a aucune puissance du monde, ce qui ne va pas se faire déjà, mais il n'y a aucune puissance du monde qui pourra supporter, regardez seulement logistiquement, si vous regardez le supply chain, quand vous essayez de donner des armes, regardez ce qui se passe en Ukraine. Les Occidents essayent de donner des armes en Ukraine.
Regardez maintenant comment vous allez faire arriver vos armes au Rwanda. Si vous êtes en train de supporter le Rwanda et vous devez passer par d'autres pays. Donc vous allez créer carrément, ce sera une situation de tension dans la région, parce qu'en passant dans d'autres pays, ça veut dire que ces pays sont alliés directement au Rwanda ou pas. Et la plupart des pays dans la région, euh, historiquement, ce ne sont pas des pays qui ont vraiment des bonnes relations avec le Rwanda. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt du Rwanda de chercher à créer une guerre au Congo. C'est pour ça que je n'ai jamais cru que la vision ou bien l'intérêt ou bien leur stratégie au Rwanda est de balkaniser la République démocratique du Congo. Je crois que c'est un pays qui est enclavé, qui essaye seulement de protéger ses intérêts au Congo et dans la région. Et c'est la même chose avec les autres pays. Et quand vous êtes des pays comme ça et vous êtes en train de chercher à protéger vos intérêts, vous entrez maintenant dans des guerres économiques et c'est ça que nous vivons maintenant en Afrique. Je ne dis pas que le Rwanda est justifié dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je suis en train de dire est que la stratégie du Rwanda et ce que le Rwanda est en train de faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils ne sont pas en train de réinventer la roue. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est la même chose que l'Ouganda est en train de faire, c'est la même chose que le Burundi fera, c'est la même chose que l'Angola fera. L'Angola fait la même chose avec la République démocratique du Congo quand vous parlez du pétrole. La Zambie fait la même chose avec la République démocratique du Congo. Le Burundi fait la même chose. Ces peuples-là, ils ne veulent pas être dans une guerre directe avec le gouvernement de Kinshasa parce qu'ils connaissent la puissance de l'armée du Congo et la capacité du peuple congolais de pouvoir rétalier. Et si le peuple congolais décide de se battre, c'est quelque chose que personne ne sait comment ça va se terminer. Ça va déstabiliser la région. Et c'est facile de commencer une guerre, mais ça devient un peu plus compliqué de pouvoir la terminer. Et quand vous êtes des peuples, des petits pays comme le Rwanda, vous avez des 15 millions, 20 millions, 30 millions d'habitants, c'est difficile vraiment de pouvoir vous défendre si vous avez des ennemis ou bien des gens qui vous attaquent de tous les côtés. Donc la plupart de ces pays, les gens pensent que le Congo est par terre, mais en vérité le Congo n'est pas si par terre que les gens croient. Le Congo a une armée qui est puissante. C'est seulement le leadership au Congo qui est en train de poser un problème. Et c'est la même chose aussi quand vous êtes en train de parler des Katangais. Parce qu'il y a beaucoup de Katangais qui sont sécessionnistes. Pour eux, ils veulent que le Katanga ne fasse plus partie de la République démocratique du Congo. Mais je me dis qu'ils n'ont pas vraiment pensé à l'impact de cette décision. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais aussi, comme je disais, qui ne sont pas nécessairement ils ne font pas nécessairement partie de ce débat politique, mais ils regardent quand même la situation au Congo. Et ils ne voudront pas voir le Katanga être indépendant. Ils peuvent être de l'Équateur, il y a d'autres qui seront du Bandundu, il y a d'autres qui seront d'autres provinces, même de Haut-Luele, il y a d'autres qui seront de Kivu, qui ne veulent pas voir le Katanga être indépendant de la RDC. Et ces gens aussi, quand vous êtes en train de parler de sécession, c'est possible que ces gens deviennent des volontaires. Si le pouvoir de Kinshasa, la seule façon que le Katanga va quitter du Congo, c'est si le pouvoir de Kinshasa dit que ça sera le cas. Si vous nommez un président ou bien vous électez un président qui dit que oui, le Katanga, j'admets que le Katanga va partir, c'est la seule façon que ça va partir. Mais c'est la même chose qui s'est fait aussi en Russie. Vous avez vu ce qui s'est fait avec la Crimée. Il y avait des gens qui ont donné la Crimée en cadeau à l'Ukraine. Mais après quelques générations, vous voyez que la Russie revient pour reprendre ça. Et le Katanga, ça sera la même chose. Même si le Katanga se divise de la République démocratique du Congo, même si vous avez un pouvoir à Kinshasa qui le permet, il y aura toujours un autre pouvoir qui va venir en place et qui va décider de le reprendre. Donc le Katanga va toujours vivre cette situation de conflit. Et je ne crois pas que les gens qui cherchent que le Katanga quitte de la République démocratique du Congo pensent à toutes ces conséquences. Je crois qu'ils ont envie seulement de faire plaire à un groupe de gens, mais ils ne pensent pas vraiment à toutes les conséquences après qu'ils aient quitté, qu'ils essaient d'implémenter leur plan. Parce que c'est là que tout va commencer
que tout peut commencer à déclencher. Et ce qui se passe maintenant au Katanga est que vous avez des gens qui viennent du Kasaï. Vous avez les populations du Kasaï qui sont en train de quitter en masse. Ils sont en train de quitter le Kasaï parce qu'ils se disent que au Kasaï, il y a la pauvreté, il y a la famine. Et ils sont en train de quitter le Kasaï pour partir vers le Katanga. Et c'est qu'elle est en train de dire, la députée nationale, elle est au fait contre ce déplacement en masse des populations du Kasaï vers le Katanga. Et c'est qu'elle est en train de dire, elle dit que pourquoi vous n'êtes pas en train de construire chez vous et vous venez ici, vous êtes en train de migrer vers le Katanga au lieu de rester chez vous et de construire. Donc ça, c'est un peu quelque chose qui a déclenché un débat national. Les gens parlent de ça de toutes les façons. Vous avez des gens qui sont pour la dame, vous avez des gens qui condamnent ce qu'elle a dit. Et moi, dans tout ça, je suis en train de regarder le problème. J'analyse le problème et je regarde la situation. Ce que la dame a dit, ce que la députée nationale a dit, c'est un argument qui est valide. Son argument est tout à fait valide. Elle est dans son droit de dire ce qu'elle a dit. Parce qu'en tant que princesse, elle représente aussi un peuple. Et quand vous regardez, comme je vous dis, vous regardez dans tout ce qui est en train de se faire dans le monde, vous avez ce genre de langage quand vous avez des autorités qui représentent des peuples. Et ils disent que nous, on ne veut pas des étrangers qui viennent dans notre pays, on ne veut pas des gens qui viennent d'autres communautés. Ici, vous allez dire que peut-être les Congolais ne sont pas des étrangers parce qu'ils sont du Congo, mais vous êtes une autre communauté qui vient et qui entre dans une autre communauté. Ça veut dire que naturellement, en tant qu'humain, vous allez avoir des gens qui vont s'opposer à ça. Même ici aux États-Unis, on vit la même chose. C'est pour ça que j'ai envie de parler aux Africains et dire que nous tous, on doit un peu se calmer dans cette affaire. Moi, j'habitais Dallas, Texas, ici aux États-Unis. Et un jour, j'ai décidé de quitter et de vivre maintenant à Illinois. Ce sont deux États qui sont complètement différents. Ce sont deux États, ici, ce sont des fédérations. Donc, j'ai quitté et je suis parti dans un autre État. C'est comme un peu que vous quittez le Kasaï pour partir maintenant vers le Katanga. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez le faire ici aux États-Unis. Et tout ce que j'ai besoin de faire, quand je quitte par exemple Dallas et j'arrive à Chicago, je trouve un endroit où vivre, je trouve un endroit où travailler et je m'installe, je commence à faire mes activités. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ce déplacement. Je n'ai pas besoin de demander un visa, je n'ai pas besoin de demander une autorisation. J'ai pas besoin, je ne sais pas ce que les gens qui sont à Chicago mangent. Est-ce qu'ils mangent le pain? Est-ce qu'ils vont accepter que je mange le foufou? Est-ce qu'ils vont accepter que je mange le binzo, que je mange le pondu? Je me soucie pas de ces choses. Je pars, j'habite là-bas et les gens de Chicago, personne m'a dit quelque chose. Et la situation devient un peu différente quand vous êtes en train de parler d'un déplacement d'une masse de personnes. Disons maintenant qu'une masse de Congolais, 1000 Congolais ou bien 2000 Congolais par mois, est en train de quitter Dallas et aller vers Chicago. Et ou bien vous parlez maintenant que des Mexicains qui sont au Mexique sont en train de quitter en masse et venir maintenant entrer aux États-Unis illégalement. Et vous avez peut-être des Noirs, nous sommes des Noirs ici et nous sommes une minorité aux États-Unis. Vous avez des Noirs qui trouvent qu'ils se font assez d'argent. Mais regardez maintenant quand vous avez un groupe de Noirs qui déménagent maintenant et qui entrent maintenant, qui habitent maintenant dans des quartiers des Blancs, ou bien des quartiers traditionnellement qui appartiennent aux Blancs, ou bien des riches qui sont d'une autre race. Vous allez voir que quand vous entrez comme ça en masse, les populations qui habitent dans ces communautés, ils vont vous rejeter. Ils vont dire que pourquoi ce groupe de Noirs entre dans nos communautés? Pourquoi ils viennent ici pour prendre notre travail? Pourquoi ils viennent ici pour créer l'insécurité? Et c'est le même langage que vous allez avoir partout quand vous êtes en train de parler d'un groupe de personnes qui est en train de quitter un endroit pour se lancer, pour aller vivre quelque part d'autre. Donc l'argument de la dame, c'est un argument qui est tout à fait valide. C'est un argument qui est... moi, je n'ai pas de problème avec son argument. Le problème ici est qu'elle a touché à quelque chose que normalement, la loi congolaise, l'État congolais doit être en mesure de contrôler.
Et ce qui est triste dans ce conflit de groupes ethniques, c'est que vous voyez en République démocratique du Congo, ce qui est triste pour moi en tant que Congolais qui vit dans la diaspora, est que les gens sont en train de choisir des camps. Moi, je suis un Songé, moi je suis un Moussongé. Ma mère, elle est Luba, mon père, il est Moussongé. J'ai grandi dans une maison des Moussongé, des Tétés là. Ma mère, elle est Tété là. Donc, on mangeait le pondou pratiquement chaque jour. Nous, on mangeait le riz et le pondou chaque jour. Donc, c'est la culture. Quand vous allez chez les Batétés, là, c'est ça qu'ils mangent. Ils mangent le riz et le pondou chaque jour. Et comme je vous montre ici, j'ai grandi dans une situation où il y avait des Bassongé, il y avait les Baluba et il y avait les Batétés là. Donc, c'est dans plusieurs cultures que j'ai grandi. La maison où j'ai grandi chez les Luba, ils ne mangeaient pas le chien. La maison où j'ai grandi chez les Songé, ils ne mangeaient pas le chien. La maison où j'ai grandi chez les Tétés, là, ils ne mangeaient pas les chiens. Donc, c'est possible que vous soyez un Luba et que vous ne mangez pas le chien. Et quand vous entendez des stéréotypes comme ça qui viennent d'une députée nationale, ça touche quand même à l'existence d'un peuple, ça touche à l'existence, vous touchez, c'est une attaque directe à une culture d'une autre personne. Et ça, c'est quelque chose que, ici même aux États-Unis, c'est quelque chose que l'État doit contrôle ou essaie de contrôler. Les arguments des autres, les arguments de la dame, ce sont des arguments valides. Vous avez même des racistes qui disent des histoires. Même ici aux États-Unis, vous avez des racistes qui disent nous, on ne veut pas voir des Noirs dans nos quartiers. Même si vous avez l'argent, restez dans vos quartiers de Noirs. Parce que vous avez des groupes qui sont en train, malgré qu'ils sont américains, vous êtes en train de discriminer, ou bien vous êtes en train de dire des histoires de... Ici, on appelle ça les hate crimes. Ça fait partie des hate crimes. Ça veut dire que quand vous êtes en train de parler de crimes de haine, et ce n'est pas seulement des crimes du point de vue, vous n'avez pas besoin de prendre action, même ce que vous êtes en train de dire dans le parler, quand vous êtes en train de parler d'une race, vous êtes en train de parler des groupes ethniques, ce sont des crimes dans la loi américaine. Et la loi américaine intervient dans des situations pareilles. Et c'est là que vous voyez que cette situation est contrôlée par le gouvernement américain. Et ce qui est triste maintenant en République démocratique du Congo, comme je disais, est que le débat qui est en train de se faire maintenant, quand vous êtes en train de regarder par exemple dans Twitter, vous regardez l'élite congolaise ou bien les influenceurs congolais, le débat qui est en train de se faire, c'est un débat encore d'ethnie. Ils disent que ça c'est ça, ça c'est ça. Ils sont en train de prendre position, ils sont en train d'attaquer les politiciens qui ne prennent pas position. Ça devient un débat, c'est vraiment une grande distraction. Quand ici, vraiment, le problème, c'est un problème d'État. Vous êtes en train d'assister à l'absence de l'État congolais de pouvoir gouverner le pays. Et c'est là que d'autres Congolais, les Congolais comme moi qui ne sont pas dans la politique, qui restent aux États-Unis et qui voient ce qui est en train de se faire, comme je disais, nous ne sommes pas, nous tous, comme tous les Congolais qui sont dans la politique, dans la musique et dans tout ça. Il y a d'autres qui sont en train de penser du développement de la République démocratique du Congo. Et ils se disent que pour que ce pays puisse se développer, nous devons avoir des autorités qui arrivent à gouverner le pays. Et ici, quand nous on est en train de regarder à partir de la diaspora, moi je ne regarde pas ça d'un groupe ethnique ou un autre groupe ethnique. Je regarde maintenant l'absence de l'État dans tout ça. Vous voyez des partis politiques qui partent maintenant chercher des compromis, ils partent maintenant chercher des dialogues. Mais l'État, il y a des lois qui sont dans tout ça. Tant que nous, les Africains, on ne va pas respecter les lois, tant que nous, les Africains, on ne va pas imposer l'autorité de l'État, des histoires comme ça, les frustrations seront difficiles vraiment à manager. Et comme je vous disais, la balkanisation de la République démocratique du Congo, moi, je n'ai jamais cru que ça va venir du Rwanda. Parce que comme je vous disais, c'est pas faisable. Les chiffres ne sont pas là pour permettre que ça se fasse. Mais la vraie balkanisation de la République, démocratique du Congo va venir avec le tribalisme. Parce que c'est ça qui va diviser les peuples. Et tant que l'État congolais ne s'impose pas et ne met pas une fin dans tout ça, ça va continuer et vous allez voir qu'à un niveau, les gens seront assez frustrés pour chercher maintenant une division et c'est là que vous allez arriver
à la balkanisation du Congo. Donc le pouvoir en place en République démocratique du Congo doit s'imposer, doit dire que ce que tu as dit ici, c'est pas bien, et à cause de ça, on va te sanctionner, soit ton parti politique, soit toi-même, parce que tu as participé à un hate crime, malgré que tu es député national, tu as dit quelque chose qui a offensé d'autres personnes. Ce qu'elle a dit, c'est quelque chose de legit. Mais quand vous dites, si vous êtes en train de parler des chiens et de toutes ces histoires, vous n'êtes plus dans le débat de la population en train de venir chez vous. Là, maintenant, vous attaquez à la culture des personnes. Et c'est la même chose ici aux États-Unis. Vous dites que les Mexicains vont venir, ils vont vendre la drogue, ils vont commencer à violer ça, ils ne vont pas trouver des boulots. Vous êtes en train d'imposer un certain stéréotype à tous les gens qui vont venir. Et ça, c'est un peu vu un peu comme un crime. Parce que vous êtes en train de discriminer, c'est un hate crime quand vous êtes en train de parler des groupes ethniques. Quand vous parlez des Chinois, quand les Chinois, on disait qu'on ne veut pas voir les Chinois parce que c'est eux qui ont fait le Covid et tout, c'est eux qui sont contagieux. Tout ça, ce sont des hate crimes. Et ce sont les gouvernements qui sont supposés mettre fin à ces histoires. Donc, ce qui est décevant dans tout ça, c'est l'attitude du gouvernement congolais. Et ce qui est encore plus décevant dans tout ça, c'est la population congolaise, l'élite congolaise, les influenceurs congolais qui sont distraits maintenant dans les combats d'ethnie au lieu de regarder dans le vrai problème qui est la structure du gouvernement congolais qui est basé sur la géopolitique et qui est basé sur les intérêts des groupes ethniques. Mais personne ne s'adresse vraiment au vrai problème. Le problème, c'est l'État. Le problème, c'est l'État congolais. Au fait, c'est que la dame a dit, c'est un débat qui doit prendre place à l'Assemblée nationale. Mais ce que j'étais en train de vous dire est que pendant un bon bout de temps en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale ne fonctionne plus. Ça veut dire que tous les débats qui sont supposés se faire à l'Assemblée nationale sont des débats qui se font maintenant à la rue. Et quand la rue maintenant, tout le monde part maintenant à la rue pour chercher maintenant des solutions, ça va se terminer seulement par des compromis. Vous êtes obligé d'envoyer vos présidents de l'Assemblée nationale, aller parler à les autorités de notre tribu. Vous allez régler ça en tant que tribu. C'est toujours un système de tribu. Et ce système-là doit s'arrêter. Il est temps qu'en République démocratique du Congo, la loi prenne la place de tout. Ça veut dire que ce que la dame a dit, il n'y a rien de mal, mais est-ce qu'elle a brisé la loi? Est-ce qu'en disant ça d'un peuple, elle a brisé la loi? Et si elle a brisé la loi, elle doit être sanctionnée. Si elle n'est pas sanctionnée elle-même, son parti doit être sanctionné. Mais l'autorité, le lack de leadership, on n'a pas le leadership en République démocratique du Congo qui peut punir des actions comme ça. Et c'est ça qui est décevant vraiment en République démocratique du Congo. Et au lieu que, comme je disais, nous tous, nous puissions regarder vers ce problème et dire que c'est là le problème, nous devons enlever les groupes ethniques, nous devons enlever le tribu, nous devons enlever ce système tribal de la politique, de la gouvernance de notre pays. Non, nous on dit que vous êtes tribaliste, vous êtes tribaliste, moi j'ai investi au Congo, moi j'ai investi chez moi. La conversation part maintenant dans tous les sens. Les gens parlent d'investir chez eux. Chez vous, c'est où? Moi, par exemple, chez moi, c'est où? Je suis né au Congo, j'ai grandi un peu en Belgique, je suis rentré au Congo, je suis maintenant aux États-Unis, je suis jamais allé au village. Chez moi, c'est où? J'ai grandi à Kinshasa. Chez moi, c'est où? Si je dois investir en République démocratique du Congo, d'abord, j'ai vécu aux États-Unis plus que j'ai vécu même au Congo. Mais si je dois maintenant investir en République démocratique du Congo, c'est où que je vais investir? Les Africains aujourd'hui disent que vous devez investir chez vous, vous devez investir chez vous. Nous maintenant, moi maintenant, chez moi, c'est où? Si je veux au Congo. Est-ce que je peux investir à Kinshasa? Est-ce que je peux investir à Goma? Est-ce que je peux investir au Katanga? Est-ce que je serai à l'aise de pouvoir investir? Est-ce que le gouvernement et les autorités du coin peuvent vraiment m'accompagner et que je puisse investir dans ces communautés ou bien dans ces régions? C'est quelque chose qui est impossible en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui ait grandi au Bandundu puisse grandir et devenir un DG dans une entreprise au Katanga? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui ait grandi en Équateur puisse partir en Bujimaï et devenir DG d'une entreprise publique?
Est-ce que c'est possible? C'est ça vraiment le vrai débat de société que nous tous on doit se poser. Regardez la trajectoire, analysez ce problème, regardez vraiment si c'est possible de le faire sans passer par les tribus, sans passer par les groupes ethniques, sans passer par les intérêts de certains chefs coutumiers. Est-ce que c'est possible de le faire? Donc nous, en tant que Congolais, nous devons voir une autre façon de faire la politique. Et ça, c'est quelque chose que je croyais que notre génération allait être en mesure d'apporter au Congo. Et nous, on était supposé être la génération sacrifiée. On était la génération après la génération qui a vécu la colonisation. On était supposé être... bon, nos parents étaient supposés être cette génération qui était sacrifiée. Et nous, on allait quand même amener, malgré qu'on fait partie aussi de cette génération sacrifiée, on allait quand même amener une part de la solution. Comme ça, les générations futures n'allaient pas vivre ce problème. Mais nous-mêmes, notre génération est aussi dans la division. Ça veut dire que on ne va même pas laisser ceux qui viennent après nous dans une meilleure situation. Ils seront encore dans une situation plus pire que nous. Et ça, c'est quelque chose que nous tous, nous devons éviter. Si notre génération se lance dans des conflits ethniques comme ça, et on ne fait pas attention aux vrais problèmes, on ne va jamais s'en sortir en République démocratique du Congo, on ne va jamais se développer en tant que pays. Parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui font partie du Congo, qui veulent voir le Congo se développer et qui n'ont rien à voir avec vous, vos conflits entre les Katangais et les Kassayas. Ils n'ont rien à voir dans tout ça. Vous avez des pygmées, les pygmées sont là, et ça ne les intéresse pas. Ils veulent voir leur endroit se développer. Tout le monde veut voir le développement. Mais nous tous, on ne va pas se mettre maintenant en regardant qui a fait ça, 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 ça. Si vous êtes Kassayen, comment ça peut vous déranger ce que la dame a dit? Bon, enlevons la partie des chiens et tout ça. Mais l'autre partie, c'est une partie valide. Pourquoi vous allez là-bas? Pourquoi vous allez là-bas en masse? Comment se fait-il que vous avez un président de la République, vous avez un ministre des Finances, vous avez un ministre de la Justice, vous avez un ministre de ça, vous avez un ministre de ça, vous avez des ministres dans presque tous les secteurs qui viennent de vos régions. Vous avez des DG de presque tout qui viennent de vos régions. Mais comment se fait-il que vous êtes en train de quitter ces régions pour aller dans une autre région? C'est un vrai problème que les gens doivent se poser. C'est un vrai débat. Même moi, en tant que Kassayen, c'est un débat valide. Je ne peux pas me fâcher contre la dame pour ça. Elle a touché peut-être dans l'aspect des chiens. Malgré ça, je ne peux pas toujours me fâcher contre elle. C'est quelque chose que l'État, normalement, est supposé punir. Et je crois que c'est ça l'attitude que les Congolais doivent commencer à avoir.